Bon, petite nouvelle de mon sommeil. Donc la psychiatre, elle avait essayé d'augmenter la mélatonine parce qu'elle avait dit que eux, comment ils fonctionnent, la manière dont ils fonctionnent dans cet hôpital, c'est c'est d'avant de tester un nouveau médoc, c'est vraiment de continuer le nouveau médoc, enfin le médoc qu'on a actuellement et de l'augmenter en fait, d'augmenter la dose au lieu de trouver un autre traitement. Et donc moi, elle a voulu m'augmenter la mélatonine. Donc la mélatonine, oui, c'est une substance qu'on a déjà dans le cerveau, mais bon, je pense qu'il me fallait un médicament beaucoup plus élevé. Mais elle a voulu quand même qu'on teste la mélatonine. Donc on est passé de 1 mg à 3 mg, je crois. Quelque chose comme ça. Et elle m'a laissé le Zopiclone, l'Imovan. Elle me l'a laissé avec la mélatonine, ça me faisait rien. Ça me faisait rien du tout. Parce que je l'avais vue en urgence lundi. Elle pouvait pas me recevoir lundi, mais je lui ai dit que c'était urgent, que j'avais des problèmes de sommeil et tout, et que là c'était urgent. Du coup, bah, elle m'avait fait ça. Ça avait rien changé. Lundi soir, ou non, c'était mardi. Ouais, je crois que c'était mardi. Oh, je suis en train de me perdre dans les dates, je sais plus. Enfin, bref, avant cette nuit d'aujourd'hui, elle m'avait prescrit ça. Et ça m'avait rien fait. Je m'étais réveillée à 2h du mat, comme d'hab, impossible de m'endormir. Et là, je l'ai vue. Ah bah non, du coup, c'était bien lundi. Et hier, je l'ai vue. Et elle m'a mis du Theralène. Elle m'a prescrit 20 gouttes de Theralène. Elle m'a enlevé la mélatonine. Et elle m'a prescrit le Theralène avec l'Imovan, les deux en même temps. L'Imovan, en vrai, je la revois là cet après-midi. Je vais lui dire, l'Imovan, en vrai, vous pouvez me l'enlever. Je crois pas que ça me fasse quelque chose. Bah putain, elle m'a dit que le Theralène, ça me ferait rien pendant quelques jours, qu'il faut attendre. Ah bah, j'ai vu les résultats directement. Ah oui, j'ai vu les résultats directement. Alors j'ai pas passé une nuit complète, dans le sens où j'ai fait que me réveiller dans la nuit, mais je crois pas que c'était moi. C'est comme si j'étais retournée à l'adolescence. J'ai l'impression que c'est la part hyperphagique qui a pris le relais cette nuit. Elle faisait me réveiller en sursaut pour aller bouffer les galettes de riz complet que j'avais dans ma chambre. Je sais un nombre incalculable de fois dans la nuit. Par contre, je me rendormais tout de suite après. Mais j'avais les mêmes sensations qu'à l'adolescence où vraiment sensation de dépersonnalisation, que j'avais pas le contrôle du corps, réveil en sursaut et tout. Et vraiment aller me faire bouffer une galette de riz complet à chaque fois. Donc sommeil agité, mais je réussissais à me rendormir à chaque fois. Et je me suis réveillée à 7h du matin. Donc c'est quand même une avancée. C'est quand même une avancée. Par contre, alors je l'explique pas. En 2019, je sais que je prenais 50 gouttes de Theralène. J'étais pas shootée au réveil. Par contre là, les 20 gouttes, oh putain, comment j'étais shootée. C'était une catastrophe ce matin. J'étais dans les vapes. Là, je fais que dormir depuis ce matin aussi. Truc de dingue. Ça me shoot un truc de malade. Là, je suis un peu moins dans les vapes. Mais ça me... Je saurais pas comment expliquer. 50 gouttes, ça m'avait pas shooté. Et là, 20 gouttes, ça me shoot pas mal au réveil. Donc, on va voir les nuits suivantes. Mais ouais, c'est bizarre. La part en alerte, alors, c'est peut-être la part hyperphagique. Maintenant, parce que les galettes de riz, je les ai depuis longtemps. Donc, je comprends pas pourquoi la part hyperphagique, elle était là cette nuit. Plusieurs fois dans la nuit, elle m'a fait réveiller en sursaut pour aller bouffer une galette de riz. Ouais, c'est pas ça qui va me faire du mal. C'est pas ça qui va me faire du mal. Puis avec ma sleeve, maintenant, j'arrive à manger une galette de riz en entier. Il n'y a pas
n'y a pas de problème, donc ça va pas me faire de mal. Mais ouais, j'ai pas trop compris pourquoi l'appareil hyperphagique elle était activée là. J'ai pas trop compris. Donc voilà, on va voir ce que ça donne avec le Theralen. On va voir parce que moi j'espère que l'appareil hyperphagique elle peut encore être là cette nuit parce que c'est quand même lourd. Hein. C'est vraiment, elle m'a réveillée au moins 3 fois dans la nuit. Je me rappelle, j'ai bouffé au moins 3 galettes, un truc comme ça, 4, je sais pas. Mais le réveil à 7h du matin, il m'avait du bien quand j'ai regardé ma montre, 7h. Oh, ça m'a fait trop bizarre. Après, c'est pas comme avant, dans le sens où moi, avant, quand je suis arrivée ici, que j'étais au rez-de-chaussée, je me réveillais à 8h15. Donc on n'en est pas encore à là. Les médocs qui commencent à 7h30, mais c'est déjà ça. C'est mieux que 2h du matin déjà. Donc c'est cool. Donc c'est cool. Oh oui, elle est partie. Après, j'ai eu ma psychologue en visio aujourd'hui. Où je lui ai dit que c'était compliqué, que Juliette du SAVS, elle pouvait pas m'accompagner à des permes toutes les semaines à la résidence. Que ça serait plutôt une fois toutes les 2 semaines. La référente de la résidence, elle m'a dit qu'elle pourrait pas faire des permes avec moi parce que c'est pas dans leur mission des référents. Mais j'espère qu'elle va pas venir là, j'ai oublié. Faire des permes à la résidence, mais elles sont en train de me perturber là. Donc faire des permes à la résidence, voilà. Et donc en fait, je disais, moi c'est pas possible toute seule, j'ai des parts qui ont trop peur et tout. Et du coup elle m'a demandé de communiquer à l'intérieur quelle part il y avait qui était envie d'aller à la résidence. Et j'en ai entendu 2. Une part qui a peur de retourner là-bas parce qu'elle a peur de revoir le visage de Chloé. Et une autre en fait qui est terrifiée parce que pour elle c'est la maison de ses abuseurs, de ses parents en fait. Et donc elle m'a dit quelle est la plus forte entre les deux, enfin avec laquelle je souhaite travailler. Et du coup j'ai dit j'ai pris celle qui prenait plus de place à l'instant T. Et c'était la part qui a l'impression, enfin c'est même pas qui a l'impression, c'est que la résidence c'est le lieu où il y a les parents. Donc on a travaillé avec, etc. Et la part sociable elle est venue aussi lors de la thérapie. Parce que du coup j'ai essayé de communiquer avec, c'est une part enfant, pas la part sociable, la part qui a le sentiment que la résidence c'est le lieu où ses parents habitent. C'est une part très jeune, j'ai pas su dire son âge, mais c'est une part très jeune. Et en fait, on a essayé de chercher une solution. Et la part sociale, directement, elle est venue et elle a dit qu'elle pouvait l'aider, cette part enfant, lors des permes, si on essaye d'en faire toute seule, qu'elle pourrait intervenir, qu'elle prendrait pas le contrôle total du corps, mais qu'elle pourrait intervenir en l'aidant à sociabiliser. Ma psychologue, elle m'a demandé de demander à la part sociable quel est son rôle, pourquoi elle est là, pourquoi elle a été créée cette part sociable. Et elle m'a répondu qu'elle a été créée pour trouver une issue au corps dès qu'il n'y a pas d'issue dans une situation sociale. Donc c'est bien ce que j'avais compris, c'est dès qu'on est enfermé avec des gens, qu'il n'y a pas d'autre issue que de sociabiliser. Et je l'ai visualisé, c'est trop bizarre. Alors il y a la part qui a toujours la sensation d'inventer, etc. qui est arrivée au moment de la thérapie où j'ai dit à ma psy, mais bien sûr c'est pas de l'imagination, je sais pas quoi, parce que j'ai visualisé la part sociale quand elle était là, quand elle communiquait, je voyais son visage, je voyais son corps. Et de ce que j'ai vu, c'est une adulte, c'est une femme adulte, extrêmement mature, très maternelle, et vraiment très mature. C'est pour ça que
Au début, j'avais du mal, je disais à ma psychologue, je sais pas si c'est une début âge adulte ou si c'est une vraie adulte. Mais de par sa maturité, et de par la manière dont elle a pris dans ses bras la petite terrifiée, bah c'était une adulte en fait. Et pareil, elle est blonde, elle me fait un peu penser à, je sais plus si c'est un boucle d'orge, ça me fait un peu penser à ça. C'est un blond cuivré un peu. Derrière, elle a une coupe de cheveux très spéciale, donc c'est pour ça que je me dis, moi, imaginez ça, je connaissais même pas cette coupe. Enfin, elle a une coupe très spéciale, c'est relevé derrière, avec une énorme pince, et il y a un ruban. Ça fait très boucle d'orge, ça me fait penser à boucle d'orge. Donc voilà. Mais elle a un côté très maternel, très maternel. Du coup, elle a dit qu'elle interviendrait, et puis moi j'étais là. En mode, je disais à la psy, et c'est n'importe quoi, de quoi elle va intervenir, c'est des fabulations, c'est des hallucinations, elle va jamais intervenir ou quoi. Elle me dit c'est surnaturel. Ah ouais, là il y avait vraiment la part qui a tout le temps la sensation d'inventer qui a commencé à être là. Et donc ça a bien communiqué entre la part sociable et la part terrifiée, et ça en est venu à la conclusion que on va tester des permes, on va pas aller à la résidence toute seule. On va aller à l'arrêt de bus, qui est juste en face de la résidence où on risque de croiser des gens en fait. On va faire plusieurs fois ce trajet, donc là je vais voir docteur Amania. Je vais lui demander si la semaine prochaine je peux avoir 3 permes pour faire ce trajet, parce qu'il faut que ce soit répété. En fait, si c'est que 2 permes par semaine, j'ai peur que ce soit pas assez ou juste une seule. Donc on va faire de manière répétée, on va faire un trajet aller-retour, dit de l'hôpital jusqu'à l'arrêt de bus. Et je compte, si ce n'est pas mon imagination, sur la part sociable pour aider la part terrifiée quand on arrivera à l'arrêt de bus. Voilà, faire plusieurs fois ce travail de désensibilisation en allant à l'arrêt de bus. Voilà, parce que rien que l'arrêt de bus, ça terrifie la part. Donc, on va voir. Là, je vais voir Amélie après. Et je vais dire, je vais demander une perme pour samedi. En fait, c'est juste parce que j'en ai marre d'être ici. Mais je sais même pas ce que je vais faire samedi. Parce que j'aimerais bien me percer les oreilles. Parce que là, quand je m'attache les cheveux, j'aimerais bien avoir des boucles qui pendent. En fait, ça rajoutera un style. Le truc, c'est que j'ai vu sur internet, c'est déconseillé de se percer les oreilles en été. Parce que ça favorisait pas la cicatrisation. Ça pouvait infecter à cause des grosses chaleurs. Et la semaine prochaine, la canicule, elle reprend. Enfin, la canicule, en tout cas, j'ai vu, la semaine prochaine, il va faire 37. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Le truc, c'est que j'ai absolument envie, donc je vais réfléchir. Parce que sinon, je vois pas trop ce que je peux faire samedi. Moi, j'avais pensé à aller me faire percer dans Paris. Le matin, aller dans Carrefour faire des petites courses. Après, aller m'acheter un sandwich et aller manger une crêpe. Je connais une très bonne crêperie à Paris qui s'appelle Au Petit Grec. Elle est incroyable cette crêperie, je crois que c'est la meilleure crêperie de Paris et qui fait vraiment des crêpes à emporter en fait. Et du coup on peut aller manger dans un parc. Du coup on va faire ça, on va aller se poser dans un parc. Je pense manger une crêpe salée, donc Au Petit Grec. Et lire un livre après. Je pense qu'on va aller se poser dans le parc du Luxembourg. J'aime beaucoup le parc du Luxembourg. Parce que les Tuileries, on peut pas s'asseoir sur les pelouses, c'est chiant. Et alors pour avoir la chance d'avoir une chaise, il faut y aller, surtout en plein été. En plus les chaises elles sont en plein soleil, en plein cagnard, donc je vais voir. Sinon peut-être aller au cinéma, voir Spider-Man. Faut que je réfléchisse, j'ai trop envie de me percer les oreilles en fait. Mais j'ai peur du bénéfice-risque, j'ai peur du risque d'infection. Après si je me fais percer les oreilles, je vais aller à Histoire d'Or. J'ai pas besoin d'aller au perceur où je vais. Je vais aller à Histoire d'Or. Juste j'espère qu'ils nettoient bien leur truc. Ah, c'est ça que je comprends pas. J'avais un kyste ici, une énorme boule, depuis très longtemps. C'est marrant parce que mon père avait le même problème.
à la même oreille. Et à la suite, je m'étais fait percer quand j'étais petite les oreilles et en fait les produits ont mal été nettoyés, ont mal été désinfectés, du coup ça m'avait fait une boule de kyste. Je devais me faire opérer. J'avais une ordonnance pour me faire opérer pour qu'on l'enlève. Le truc il est parti tout seul cette année. Je l'ai plus depuis cette année. Je ne comprends pas, j'ai touché mon oreille, il n'y est plus. Je ne comprends pas. Je comprends pas, il est parti. Avant j'avais une boule là, quand je touchais, là j'ai plus rien. Et mon lobe il est redevenu normal. Je comprends pas comment c'est possible. Ouais non, j'ai plus rien. C'est un peu plus épais encore quand même que ce côté-là. Ouais, c'est un peu plus épais quand même. Mais il est normal mon lobe là. Ah, tiens, j'ai encore les... Ouais, tu vois. Alors, ouais, j'ai encore la trace de là où j'ai été fait percer. Mais il y a longtemps, il y a plus de 15 ans. Ouais, j'ai encore la trace. C'est marrant. Et donc je sais pas, je vais réfléchir à ce que je fais. Après, il faudrait que je m'achète un sac à main aussi et une nouvelle veste en cuir. Enfin, simili-cuir, parce que celle que j'ai, c'est une catastrophe. Donc voilà, je vais voir. Après, ça sert à rien que je fasse une perme dimanche, que je tente l'arrêt de bus dimanche pour m'occuper. Parce qu'il n'y a pas de bus à la résidence le dimanche. Et j'ai grave la flemme de marcher. Après, j'ai une carte bancaire en vrai maintenant, donc je pourrais prendre un vélo libre. Mais j'ai la flemme. Ce que j'aimerais faire, c'est aller chercher mon vélo et ramener mon vélo ici, quoi, à Théophile. Mais on n'a pas le droit. C'est chiant. Donc je sais pas, peut-être faire deux permes, parce que j'aimerais bien être pas là le week-end, quoi. Là, ça y est, je vais arrêter de fumer. Là, je finis mon paquet et j'arrête de fumer. La psychiatre, elle m'a prescrit du Nicopatch et des gommes en si besoin. Dès que j'ai une envie de fumer, hop, je vais demander un si besoin, une gomme. Je vais mettre dans la bouche, quoi. Et voilà. Parce que je prépare quand même déjà la sortie. Par contre, ce que je suis dégoûtée ici, c'est qu'ils ne font pas de perme où on peut dormir la nuit. Donc en fait, ils ne font pas de perme où je vais pouvoir tester mon lieu de résidence avant de sortir. Non, je vais être lâchée dans la nature. Ça me fait un peu flipper. J'aurais aimé avoir une perme au moins de 3 jours pour voir comment je me sens dans mon lieu de résidence. Mais en fait, ils font pas ça. De ce que j'ai compris, c'est parce que quand une personne ne dort pas ici la nuit, en fait, l'alarme, entre guillemets, l'alarme de la chambre, elle s'active et du coup, ça indique aux urgences qu'il y a une place de libre. De ce que j'ai compris. Donc, en fait, du coup, c'est pas possible de faire des permes la nuit. Donc voilà, donc on va voir. Là, je fume beaucoup trop. Je fume beaucoup trop. Mais là, les personnes qui fumaient avec moi, elles sont toutes en train de partir. Là, il y a tout le monde qui s'en va. Là. Je suis l'une des rares. En plus, on a eu mardi, on a eu réunion soignants-soignés. Ils ont dit que c'était rare que des gens restent plus d'un mois ici. Que généralement, à Victor Hugo, les hospices, c'est genre 2-3 semaines max. Mais putain, quand docteur, en plus c'était docteur Bruno qui animait la séance. Oh putain, quelle horreur. Exactement comme mon père. Ah mais c'est un truc de dingue, exactement comme les politiciens. Genre en fait tu lui poses une question et en fait il va pas répondre à la question tout de suite. Il va faire tout un speech. Il va te sortir tout un cours en fait. Et du coup tu t'endors en fait. Moi j'étais en train de m'endormir. Tellement c'était chiant. Si tu lui poses une question, le mec il te sort un speech. Ça me fait grave penser à Macron une fois au journal quand un journaliste lui a posé une question. Et sa première phrase, ça n'a pas été de réponse, c'était bonsoir mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, des trucs comme ça. En fait il me fait grave penser à un politicien et mon père il est pareil. Donc direct dans ma tête ça me disait c'est sûr que lui c'est un père maltraitant envers ses enfants. Enfin bref.
Et du coup, il a demandé de lever la main à ceux qui sont là depuis plus de 2 mois. Et du coup, moi, j'ai levé la main. Enfin, ça fait 2 mois quoi, que je suis là. On n'était que 2. On n'était que 2. Le reste, ça faisait, à peine 1 mois qu'ils étaient là ou 1 semaine, quoi. Ouais, il a dit que c'était rare, normalement, que ça dure aussi longtemps, une hospi. Moi, je pense que ça va durer 3 mois, une hospi. Je pense que je vais sortir fin août. Non, parce qu'on est déjà en début août. Donc, je pense que je vais sortir début septembre, dans 1 mois. Je dois bien faire toutes les permes. Parce que ça, ce qui est sûr, c'est que, ok, là, j'en peux plus de l'hospi. Mais je ne sortirai que quand je serai sûre que mes parts traumatisées, elles ne prendront pas le relais quand je serai à la résidence. Et tant que j'aurai un doute, je resterai ici en fait. Tant que j'aurai pas fait vraiment ces expériences répétées, ça va pas le faire. Et ça, les expériences répétées, ça va prendre 1 mois. Donc là, je vais commencer avec l'arrêt de bus. Je vais faire plusieurs fois sur 2 semaines, je pense. Je vais faire au moins 2-3 permes dans la semaine, sur 2 semaines pour aller à l'arrêt de bus. Après, je vais essayer de faire le tour du parc. Et puis après, avec Juliette, quand elle pourra, qu'on aille à la résidence, quoi. On va voir ce qu'on peut faire. Parce que Manon, l'ergothérapeute, je sais pas, normalement, elle peut accompagner des gens. Mais je sais pas, docteur Ramania, elle m'a dit qu'elle faisait pas ça, donc je suis un peu perdue. Là, normalement, aujourd'hui, elle doit appeler Juliette du SAVS, ma référente du SAVS, pour voir justement comment ça peut se passer durant les permissions et tout, pour s'organiser. Donc quand je vais la voir, elle l'aura sûrement appelé au téléphone déjà. Donc on va bien voir. Ma psychologue, je t'ai écouté, elle part en vacances. Alors elle m'a dit que vu qu'elle a des patients très dissociés, elle ne peut pas partir en vacances très longtemps. Normalement, elle ouvre la semaine du 10 septembre. À ce moment-là, elle m'a dit qu'il y a des chances qu'elle ouvre le 1er septembre. Parce qu'elle a des patients... elle ne peut pas laisser ses patients trop longtemps parce qu'elle a des patients beaucoup dissociés. Et elle m'a dit qu'elle prendrait son ordinateur, qu'elle lirait son adresse mail pendant ses vacances. Donc elle m'a dit envoyez-moi des nouvelles toutes les semaines. Donc non, c'est ce que je vais faire. Mais ça me fait peur, j'angoisse parce que là je la voyais 1 fois par semaine, là je vais plus la voir. Ça me fait peur et du coup là j'ai plus personne de spécialisé quoi. Or elle m'aide énormément. Là par exemple pour la perme, jamais j'aurais pensé à faire ça. À demander à une autre part si... En fait elle a même pas demandé, c'est la part sociale, elle est direct arrivée. Dans ma tête, je l'ai senti arriver. Et direct elle a dit à la part terrifiée, je vais t'aider, je vais intervenir. Mais toute seule, ça, j'y arrive pas. C'est que quand je suis avec ma psychologue, en fait. Donc, j'angoisse un petit peu, parce qu'elle sera pas trop là, du coup. Du coup, voilà, on va commencer les permes. Mais je sens, là, putain, la part qui est terrifiée, là, putain, je la sens. Rien que d'imaginer l'arrêt de bus, descendre à l'arrêt de bus, c'est... Vous imaginez pas ce que ça représente pour elle. En fait, c'est comme si elle allait chez son père qui l'a incesté toute sa vie. C'est vraiment comme si là, elle allait mourir, en fait. Et... Alors qu'on parle que d'un arrêt de bus, mais c'est un truc de dingue. Après, oui, ce que je disais, la référente de la résidence, elle a dit que ça fait pas partie de leur mission de faire des accompagnements individuels, donc elle pourra pas venir me chercher à l'hôpital et qu'on fasse des permes à la résidence ensemble. Par contre, elle va en parler avec la directrice, qui rentre de congé la semaine prochaine, où elle va voir avec elle, parce qu'il y a quand même certaines de mes demandes qui font partie du collectif, donc de leur mission. Notamment, par exemple, lors de mes permes à la résidence, le fait que les référents soient présents. Elle m'a dit que ça, par contre, ça peut être entendable face à ma demande et que du coup, elle verrait qu'est-ce qu'elle peut faire avec la directrice. Parce que vraiment, leur rôle, leur métier, c'est vraiment référent de la vie collective de la résidence. Ils n'interviennent pas... c'est pas des éducateurs spé, en fait. Leur métier, enfin, non. La référente, elle est aide-soignante. Le référent, il est éducateur spé. Mais là, leur métier, c'est référent de la vie collective de la résidence. Donc en fait, ils n'interviennent pas individuellement.
c'est pas du tout leur rôle de faire ça. Parfois, ils prennent des rôles un peu de psychologue, en le sens où quand on va pas bien, on peut aller les voir dans le bureau et discuter avec eux. Mais ça fait pas vraiment partie de leur rôle. Eux, c'est vraiment gérer la vie au sein du collectif. Après, tout ce qui est individuel, c'est les psychologues, c'est le SAMSA, le SAVS, tout ça. Donc voilà. Après, ma psychologue, elle m'avait dit qu'elle pourrait bien m'aider, m'accompagner à des permes, mais qu'elle a peur que... j'ai pas trop compris ce qu'elle m'avait dit. Qu'elle, ça la dérangeait pas de faire ça, mais que c'était plus par rapport à moi qu'elle avait peur que ça rompe un peu le lien thérapeutique qu'on a créé, le fait que je la vois dans mon milieu de résidence. J'ai plus trop compris, mais elle avait peur que ça modifie l'attachement, quelque chose comme ça. Elle avait pas peur pour elle, mais plus peur pour moi, que ça brise quelque chose chez moi. Donc elle m'a dit qu'elle préfère ne pas... Mais je suis sûre que si je lui avais redemandé, elle m'aurait dit oui. Mais là, on a trouvé une solution avec la part sociale. On va voir si la part sociale va vraiment faire ce qu'elle a dit de faire, c'est-à-dire qu'elle va intervenir. On verra bien. En tout cas, je la sentais au rendez-vous. Elle a une aura très mature, quoi. Elle est vraiment très mature, quoi, et qui est vraiment très maternelle, qui aime prendre soin, en fait. Donc c'est peut-être... je sais que dans le TDI, on donne des noms à certaines parts, les parts protectrices, les parts persécutrices, tout ça. Et je pense qu'elle, c'est du coup, la part sociable, c'est une part protectrice. C'est pas une part purement sociale, c'est vraiment une part qui a été créée pour protéger. Enfin, toutes les parts dans le TDI ont été faites pour protéger, mais il y en a qui ont été faites pour protéger les différentes parts. Et je pense que la part sociable, c'est une part protectrice qui est là pour protéger tout le système, quoi. Donc voilà. Donc on va voir, on va voir ce que ça donne. Et puis après, de quoi d'autre est-ce que je peux parler? Si, j'avais fait une vidéo, je l'avais supprimée parce qu'on m'entendait pas bien dedans. J'avais dit que ici c'est super bien cet hôpital, parce qu'en fait les pathologies elles sont séparées. On n'est pas tous mélangés. Et du coup ça instaure un sentiment de sécurité, enfin en tout cas pour moi, chez moi. Ça instaure chez certaines parts un sentiment de sécurité. Parce que moi j'ai fait plusieurs cliniques déjà avant d'arriver ici. J'ai déjà été hospitalisée une fois et j'avais fait 2 cliniques avec un transfert. Et toutes les pathologies étaient mélangées en fait. Tu pouvais te retrouver avec des schizophrènes, des troubles du comportement agressif et tout. Alors que ici non, tout est séparé. Il y a 3 unités de pôle adulte, il y a Victor Hugo, Renoir et Monet. Victor Hugo c'est la plus safe, la plus sécure, où dedans il n'y a que des pathologies type dépression et troubles anxieux sévères. Donc le trouble de stress post-traumatique et tout ça rentre dedans. Renoir ça commence à être moins sécure. Déjà les gens en dépression ils vont pas à Renoir, parce que c'est pas adapté. De ce que je sais, parce que là il y a une patiente ici qui est à Renoir avant, parce qu'elle attendait une place à Victor Hugo, et donc elle est restée 1 semaine à Renoir avant qu'il y ait une place à Victor Hugo qui se libère. Et elle m'a dit qu'à Renoir ça crie dans les couloirs, ça se bat pour des clopes, c'est une catastrophe, alors qu'ici c'est pas du tout le cas. Elle m'a dit que là-bas c'était surtout des bipolaires, mais bipolaires agressifs, parce qu'ici il y en a des bipolaires, mais ils sont pas du tout agressifs, quoi. Là-bas, ça va être surtout troubles du comportement, schizophrénie, syndrome de Diogène, les personnes qui accumulent les objets. Là. Il y a aussi des gens de la trisomie 21. Je n'ai pas trop compris pourquoi ils étaient hospitalisés, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Donc voilà, c'est des pathologies déjà un petit peu plus lourdes à Renoir. C'est pas du tout adapté aux personnes qui ont un trouble anxieux ou une dépression. Et après, t'as Monet, là c'est le pire. Monet, c'est le pire. C'est pas n'importe qui va à Monet. Monet, t'as des détenus là-bas, des détenus de prison. C'est une unité totalement fermée. Ils n'ont pas le droit aux permissions, ils ont juste leur jardin. Mais sinon, c'est une unité totalement fermée. Ils n'ont pas le droit d'aller se balader dans le parc, rien du tout. Et là, pour le coup, c'est vraiment les schizophrènes très psychotiques, les troubles du comportement très agressifs. Et là, par contre, ils t'envoient pas là-bas le temps qu'une place à Victor Hugo se libère. Moi, je connais une personne qui a été violée là-bas à Monet.
La plainte, elle est encore en cours, mais c'est chaud, mon nez. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'en fait, voilà, il mélange pas, en fait. Donc là, en fait, avec Victor Hugo, je suis safe. Bah, moi, c'est simple. Moi, mes potes à la résidence, ils connaissent Théophile Roussel parce qu'ils ont déjà été hospitalisés là-bas. Et ils m'avaient tous dit que Victor Hugo, il faut que je demande Victor Hugo, que c'est le plus safe, qu'il faut que je demande cette unité-là. Et j'ai rien demandé, c'est aux urgences. Ils m'ont dit, il y a une place qui s'est libérée à Victor Hugo, vous y allez. Et il y a une autre personne qui partait en même temps que moi, qui lui allait à Renoir. Ah, j'avais trop peur aux urgences. Aux urgences, j'avais trop peur. Dans ma tête, c'était, si c'est pas Victor Hugo, je sais pas ce que je vais faire, en fait. J'avais trop peur. Quand ils m'ont dit Victor Hugo, c'était un soulagement. J'ai même parlé aux ambulanciers, je lui ai dit, parce que j'entendais... c'était le même ambulancier, et j'entendais l'ambulancier dire, j'en ai un qui va à Renoir aussi. Et moi j'étais là, je lui disais, ouf, je vais à Victor Hugo. Et il m'a dit, ouais, vous avez de la chance, Victor Hugo, c'est plus safe et tout, vous avez de la chance. Ah ouais. Mais Victor Hugo, en fait, on dirait une clinique. Moi qui ai fait des cliniques psy, on dirait pas un hôpital psy, hein. Pas du tout, j'ai pas l'impression d'être en hôpital psy. Pour moi, là, je suis en clinique de repos, en fait. Je suis en clinique psy, en fait. Et c'est dingue parce que moi, j'étais jamais allée en hôpital psychiatrique. Et du coup, en fait, moi, j'avais un peu dans ma tête les images que ça nous montre dans les films. Genre que ça crie dans les couloirs. Alors, apparemment, à Renoir, c'est le cas. À Monet aussi. Mais à Victor Hugo, c'est pas le cas. Donc, comme quoi, faut pas faire de généralité. Donc, non, vraiment, c'est une très bonne découverte, cet hôpital. Enfin, Victor Hugo, en tout cas, c'est une très bonne... C'est vraiment un très bon hôpital. Vraiment. Bon, sauf que j'ai galéré pour avoir une psychiatre femme. Mais c'est vraiment un très bon hôpital. Il y a un bon suivi. Il y a des activités. La psychologue, on la voit toutes les semaines. Moi, je me rappelle que quand j'étais en clinique, la psychologue, tu la voyais pas toutes les semaines. Des activités, t'en avais pas tout le temps. C'était pas comme ça. Donc ouais. Puis il y a une socio-esthéticienne aussi ici. Je connaissais pas ce métier-là. C'est une esthéticienne mais qui intervient à l'hôpital. Elle a son propre pavillon et elle propose des soins du visage, manucure, pédicure et je sais plus quoi d'autre. Il y a un troisième truc, mais je sais plus ce que c'est. Et donc je l'ai vue 2 fois. Et mon corps en état d'hypervigilance. Quand on dit que le corps garde toutes les mémoires des traumas, c'est véridique. Hein. C'est véridique parce que là, vraiment, quand elle me faisait les soins du visage, j'arrivais quand même à ressentir un peu de bien-être, mais impossible de lâcher prise. Je sentais tout mon corps qui était paralysé, figé, crispé, en sensation de danger, qui était en état d'hypervigilance, avec mon esprit qui n'arrêtait pas de penser. En fait, j'avais impossible de lâcher prise. C'est très compliqué. Du coup, ça me permet de travailler là-dessus aussi. Hein. C'est pour ça que je continue de la voir toutes les semaines. Parce que ça me permet de travailler sur le corps qui est en état d'hypervigilance. Mais waouh, ouais, quand on dit que le corps, c'est le gardien des traumas, c'est véridique. Hein, parce que je le sentais vraiment que c'était dans le corps. Je sentais vraiment, quand elle me touchait la peau et tout, je sentais tout mon corps qui se... Ah ouais, c'était flippant. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Je suis en train de réfléchir. Non, c'est tout. Elle va encore mettre hyper longtemps à télécharger. Ça va être super. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée.